La PDG Isabelle Moreau a viré Nicolas Dubois sur le champ dans l'usine, lui ordonnant de quitter la propriété en 10 minutes. Nicolas n'a pas protesté. Il a juste pris son vieux sac à dos et est parti en silence. Mais il n'est pas rentré chez lui. Il a tourné dans les ruelles les plus sombres de la ville. Quelque chose a poussé Isabelle à le suivre. Sa voiture s'est arrêtée devant un bâtiment abandonné et elle s'est figée quand elle a vu Nicolas agenouillé, partageant de la nourriture et pansant les blessures d'un groupe d'enfants sans abri qui l'appelaient « papa ». Cette découverte allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur la force, la faiblesse et ce qui compte vraiment dans la vie. Si vous êtes prêts pour cette histoire de rédemption qui révèle les vraies valeurs humaines, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. 3 semaines plus tôt, Isabelle Moreau avait signé le contrat qui allait soit sauver sa carrière, soit la détruire. Le conseil d'administration de Moreau Dynamics avait rendu leur position cristalline. Respecter l'échéance du nouveau protocole de fabrication ou démissionner. Wilfrid Dubois, le membre le plus impitoyable du conseil, s'était penché à travers la table d'acajou et avait livré l'ultimatum avec une précision glaciale. « Vous êtes trop molle, Isabelle. Les leaders mousses construisent des entreprises molles et les entreprises molles s'effondrent. » L'avertissement la hantait parce qu'elle savait d'où il venait. Son père avait construit Moreau Dynamics à partir de rien, mais il avait été trahi par des gens en qui il faisait confiance. Des managers qui lui souriaient en face tout en volant l'entreprise. Des ouvriers qui exploitaient sa gentillesse et bâclaient le travail, ce qui avait failli tuer quelqu'un. Isabelle avait regardé la santé de son père se détériorer tandis que les procès s'accumulaient. Elle avait fait un vœu à ses funérailles. Ne jamais faire confiance, ne jamais laisser le sentiment obscurcir le jugement. Diriger l'entreprise comme une machine, parce que les machines ne mentent pas. L'usine luttait contre les incidents de sécurité. Petite chose surtout, fuite d'huile qui n'aurait pas dû se produire. Dysfonctionnement de capteurs que l'équipe de maintenance ne pouvait pas expliquer. Un ouvrier qui avait glissé sur du liquide hydraulique et s'était cassé le poignet. La compagnie d'assurance rôdait déjà, et Wilfrid avait précisé qu'un incident majeur de plus déclencherait une enquête complète. Isabelle avait besoin de boucs émissaires. Elle avait besoin de discipline, elle avait besoin que tout le monde voie que la faiblesse ne serait pas tolérée. Nicolas Dubois travaillait l'équipe de nuit. Il parlait rarement à quiconque, prenait toujours les tâches les plus difficiles, ne se plaignait jamais, mais il y avait des notes dans son dossier. Quitte fréquemment son poste de travail, prend des pauses non autorisées, vu transportant des objets personnels hors de la propriété de l'entreprise. Son superviseur l'avait réprimandé 2 fois le mois dernier. Nicolas avait toujours une explication, mais les explications étaient vagues. Urgence familiale, affaires personnelles, besoin de sortir 15 minutes. Le sac à dos était ce qui dérangeait le plus les gens. Nicolas le portait partout, ne le quittait jamais des yeux. Dans la salle de pause, les ouvriers chuchotaient. Certains pensaient qu'il volait des outils, d'autres supposaient qu'il dealait de la drogue. Archie Dunn, le garde de sécurité de nuit, avait vu Nicolas sortir de la nourriture du bâtiment plusieurs fois, mais Archie ne l'avait jamais signalé. Il y avait quelque chose chez Nicolas qui ne collait pas avec le profil d'un voleur. Sa façon de toujours dire merci. Sa façon d'aider Archie à réparer la serrure du portail sans qu'on le lui demande. Sa façon de s'être arrêté une fois pour aider un concierge âgé à porter un sac poubelle lourd, même s'il était clairement pressé. Ce qu'Isabelle ne savait pas, c'est que Clinton Voss, son chef des opérations, attendait le bon moment pour éliminer Nicolas. Ce n'était pas personnel, c'était business. Nicolas avait l'habitude de remarquer des choses qu'il n'aurait pas dû remarquer. Il avait questionné pourquoi certains capteurs de sécurité étaient contournés pour augmenter les quotas de production. Il avait résisté quand Clinton avait ordonné à l'équipe de maintenance de sauter les protocoles d'inspection pour respecter les échéances. Et Nicolas avait commencé à poser des questions sur les contrats de réparation.
sur pourquoi le même sous-traitant continuait à gagner les appels d'offres malgré un travail constamment bâclé. Clinton avait un arrangement financier avec ce sous-traitant. Nicolas était une menace pour un système très profitable. L'incident eut lieu un mardi soir, 48 heures avant l'échéance d'Isabelle. La ligne de production principale se grippa avec un cri métallique qui résonna dans toute l'installation. Les capteurs de température montèrent dans la zone rouge. Quelqu'un avait coupé l'alarme. Nicolas fut la première personne à atteindre le panneau de contrôle. Il pouvait voir exactement ce qui se passait. Un roulement surchauffait. La friction augmentait. Il y avait du liquide hydraulique qui fuyait près d'une jonction électrique. Si la ligne continuait à tourner, tout le système pourrait s'enflammer. Nicolas cria pour un arrêt d'urgence. Clinton, qui supervisait l'atelier cette nuit-là, annula son ordre. « On est en retard sur les quotas. On ne peut pas se permettre de s'arrêter. » Nicolas n'hésita pas. Il frappa le bouton d'arrêt d'urgence, l'arrêt d'urgence qui coupait l'alimentation à toute la ligne de production. Les machines s'arrêtèrent en grinçant. Les lumières vacillèrent. Dans le silence soudain, tout le monde put entendre le sifflement du métal surchauffé qui refroidissait. L'arrêt coûta 200 000 € de production perdue à Morrow Dynamics. Clinton bougea vite. Il récupéra les journaux des capteurs, édita les horodatages, effaça les sections montrant la fuite d'huile et le pic de température. Il ne garda que la partie montrant Nicolas frappant l'arrêt d'urgence. Puis il compila un rapport et le porta directement au bureau d'Isabelle. Nicolas Dubois vient de saboter la ligne de production. Nous avons la documentation. Et avec votre échéance qui approche, vous devez montrer au conseil que vous contrôlez la situation. Wilfrid Dubois appela Isabelle le matin même. J'entends parler d'un autre incident, j'ai besoin de voir une tête tomber. Isabelle avait été éveillée 36 heures d'affilée. La pression était écrasante. Elle regarda le rapport de Clinton, vit le coup de l'arrêt et prit une décision. Isabelle marcha sur le sol de l'usine au changement d'équipe quand les équipes de jour et de nuit étaient présentes. Nicolas se lavait les mains au lavabo industriel. Elle ne l'appela pas dans son bureau, elle voulait que tout le monde voie. Nicolas Dubois, vous avez causé des dommages significatifs aux opérations de cette entreprise. Vous avez agi sans autorisation et nous avez coûté des centaines de milliers d'euros. Vous êtes viré. Vous avez 10 minutes pour quitter la propriété. L'atelier devint silencieux. Nicolas sécha lentement ses mains. Il n'argumenta pas, ne se défendit pas. Il regarda juste Isabelle longuement, et elle vit quelque chose dans ses yeux qui la troubla. Pas de la colère. Comme s'il s'y attendait, comme s'il l'attendait. « J'ai besoin de prendre mon sac à dos », dit Nicolas tranquillement. Sa voix était stable, mais il y avait un sous-courant d'urgence qu'elle ne pouvait pas identifier. Il jeta un coup d'œil à l'horloge au mur. « Puis-je partir maintenant ?» La question était étrange. La plupart des gens auraient argumenté, exigé une explication, menacé d'action légale. Nicolas voulait juste partir, immédiatement. Isabelle hocha la tête et Nicolas marcha vers son casier, attrapa le sac à dos usé et se dirigea vers la sortie. Archie ouvrit le portail pour lui et Nicolas disparut dans le matin gris sans se retourner. Isabelle aurait dû ressentir du soulagement. Elle avait fait ce que le conseil exigeait. Elle avait montré sa force. Mais quelque chose la taraudait en regardant Nicolas disparaître dans la rue. Le sac à dos. Sa façon de l'avoir serré comme s'il contenait quelque chose de précieux. Elle avait entrevu l'intérieur quand il l'avait ouvert à son casier. Bandages, médicaments pour enfants, pain, beurre de cacahuètes. Pas d'outils, pas de biens volés. Archie s'approcha d'elle alors qu'elle se tenait près du portail. Le vieux garde de sécurité avait l'air mal à l'aise. « Mademoiselle Moreau, je sais que ce n'est pas ma place, mais Nicolas Dubois n'est pas un mauvais homme. » La mâchoire d'Isabelle se tendit. « Il a coûté 200 000 € à cette entreprise. » Archie hocha lentement. « Peut-être, mais j'ai travaillé ici 23 ans, et je n'ai jamais vu quelqu'un qui... » Il me demandait de garder le portail ouvert. 30 secondes de plus après son service.
Ne me disait jamais pourquoi. Disait juste toujours merci. Les mots collèrent à Isabelle. Elle essaya de retourner à son bureau, essaya de se concentrer sur les rapports de production, mais son esprit revenait sans cesse à Nicolas. Les bandages, les médicaments, le pain, le besoin désespéré de partir immédiatement. Elle prit une décision qu'elle ne pouvait pas expliquer entièrement, même à elle-même. Elle monta dans sa voiture, pas la berline de l'entreprise avec chauffeur, mais son véhicule personnel. Elle se dit qu'elle vérifiait juste que Nicolas ne volait rien, mais ça n'expliquait pas pourquoi ses mains tremblaient sur le volant. Elle le repéra 3 pâtés de maison de l'usine. Nicolas marchait vite, tête baissée, sac à dos pressé contre sa poitrine. Il s'arrêta dans un petit magasin du coin, le genre d'endroit qui vendait des produits périmés à prix réduit. À travers la vitrine, Isabelle le regarda compter des pièces, achetant du lait et du pain de la veille. La propriétaire du magasin, une femme âgée, ajouta des petits pains supplémentaires à son sac sans les facturer. Ils se connaissaient clairement. Nicolas quitta le magasin et tourna dans une partie de la ville qu'Isabelle n'avait vue que depuis l'autoroute. Des rues avec des nids de poules assez profonds pour avaler un pneu. Des lampadaires qui clignotaient ou ne marchaient pas du tout. Des bâtiments avec des fenêtres barricadées et des murs couverts de graffitis. C'est là que venaient les gens quand le système les avait mâchés et recrachés. Les instincts corporatifs d'Isabelle lui criaient de faire demi-tour, mais elle continua à suivre. Nicolas se déplaçait dans le quartier comme quelqu'un qui y appartenait, prenant des raccourcis par les ruelles, évitant les routes principales. Un enfant, peut-être 10 ans, se tenait à un coin comme une sentinelle. L'enfant vit Nicolas et courut devant, délivrant clairement un message. Isabelle gara sa voiture un pâté de maison plus loin et suivit à pied, restant dans l'ombre. Elle le trouva dans le squelette d'un complexe d'appartements abandonnés, un de ces bâtiments que la ville avait condamnés, mais jamais démolis. Les fenêtres étaient des cadres vides. La porte d'entrée pendait sur un gond. À l'intérieur, Isabelle pouvait voir une lueur faible, comme des bougies ou des lampes de poche. Elle entendit des voix d'enfants, et puis elle entendit quelque chose qui lui serra la poitrine. « Papa, est là. » Isabelle s'approcha, se pressant contre le mur de béton, regardant par une fissure dans les planches. La vue qui rencontra ses yeux brisa chaque hypothèse qu'elle avait faite sur Nicolas Dubois. Il était agenouillé sur le sol sale, entouré d'enfants, 4 d'entre eux, âgés de peut-être 6 à 12 ans. Gin. Il divisait la nourriture en portions égales, coupant soigneusement le pain, mesurant le lait dans des tasses dépareillées. Il ne se dépêchait pas. Il parlait à chaque enfant individuellement. Une fille aux cheveux bruns emmêlés tendit un genou égratigné. Nicolas le nettoya avec de l'eau en bouteille, appliqua une pommade antibiotique et l'enveloppa avec un bandage de son sac à dos. « Mathilde, tu dois être plus prudente sur ces escaliers, » dit-il doucement. La fille, Mathilde, sourit. « J'essayais d'avoir la bonne couverture du 3e étage. » Un garçon plus âgé, mince et méfiant, montait la garde près d'une fenêtre cassée. « Léo, viens manger » appela Nicolas. Le garçon, Léo, secoua la tête. « Quelqu'un doit surveiller. » La voix de Nicolas était ferme mais gentille. « Je suis là maintenant, tu peux te reposer. » Léo hésita, puis marcha et s'assit à côté d'un garçon plus jeune qui mangeait déjà. Nicolas ébouriffa les cheveux du plus jeune. Olivier ralentit. Il y en a assez. Le plus petit enfant, un garçon qui ne pouvait pas avoir plus de 6 ans, rampa sur les genoux de Nicolas. Le petit garçon hocha la tête, mais Isabelle pouvait le voir trembler. Nicolas enveloppa sa veste autour de Félix et le tint serré. « Encore des cauchemars ?» demanda-t-il doucement. Félix chuchota quelque chose qu'Isabelle ne put entendre. La réponse de Nicolas était tranquille, apaisante. « Je suis juste là. Tu es en sécurité. » Isabelle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer.
L'homme qu'elle avait viré, l'homme qu'elle avait publiquement humilié, agissait comme un père pour des enfants que le monde avait abandonnés. Ce n'était pas de la charité, ce n'était pas un coup publicitaire, c'était un homme qui avait fait de ses enfants sa vie. Elle resta là 10 minutes à regarder Nicolas enseigner à Mathilde comment lire dans un livre abîmé, à le regarder aider Olivier avec l'arithmétique en utilisant des morceaux de carton comme tableau improvisé, à le regarder vérifier le front de Félix pour la fièvre, à regarder Léo accepter à contre-cœur la nourriture, tout en maintenant sa position protectrice. Ses enfants l'appelaient Papa non à cause de la biologie, mais parce qu'il était la seule stabilité qu'ils avaient jamais connue. Isabelle comprit finalement pourquoi Nicolas avait besoin de partir immédiatement, pourquoi il prenait ses pauses de 15 minutes, pourquoi il portait ce sac à dos partout. Il ne volait pas à l'entreprise. Il volait du temps pour garder 4 enfants en vie. Nicolas avait été ingénieur sécurité autrefois. Isabelle ne le savait pas, mais elle l'apprendrait plus tard. Il avait été bon dans son travail, spécialisé dans les systèmes de réponse d'urgence. Il y a 2 ans, il y avait eu un incendie dans un refuge temporaire de l'autre côté de la ville. Un enfant était mort parce que les détecteurs de fumée avaient été désactivés pour économiser l'argent des remplacements de batteries. Nicolas avait été l'ingénieur qui avait signé le rapport d'inspection 3 mois plus tôt. Il avait fait l'inspection selon les règles, mais il avait fait confiance au gestionnaire du refuge quand le gestionnaire avait dit que les détecteurs fonctionnaient. Nicolas n'avait pas testé physiquement chacun d'eux. La culpabilité l'avait détruit. Il avait quitté son travail d'ingénieur, pris le travail d'usine parce qu'il ne nécessitait pas de référence et avait commencé à passer chaque moment libre à vérifier les campements de sans-abri, cherchant des enfants, s'assurant qu'ils avaient ce dont ils avaient besoin pour survivre. Les 4 enfants dans ce bâtiment n'étaient pas les premiers qu'il avait aidés, mais ils étaient ceux qui étaient restés, ceux qui n'avaient nulle part où aller. Léo avait ses parents en prison. Mathilde avait quitté le système de placement familial sans compétences et sans argent. Olivier s'était enfui d'un foyer abusif. Félix avait été abandonné dans un hôpital et était passé entre les mailles du système. Nicolas avait créé des règles pour le groupe. Pas de vol, sauf si c'était une question de survie. Pas de violence. Tout le monde partage. Tout le monde apprend quelque chose chaque jour. Les enfants suivaient ces règles parce qu'ils comprenaient que Nicolas était la différence entre la vie et la mort. Isabelle recula du bâtiment, ses mains tremblant. Elle monta dans sa voiture et resta assise là 20 minutes, fixant le vide. Tout ce qu'elle croyait sur la force et la discipline et les affaires s'effondrait. Elle avait viré un homme bon, peut-être le seul homme véritablement bon qu'elle avait jamais rencontré. Et elle l'avait fait parce qu'elle avait eu trop peur de questionner, trop orgueilleuse d'écouter, trop convaincue que la confiance était une faiblesse. Le lendemain matin, Isabelle apprit que le bâtiment abandonné était programmé pour la démolition. La ville avait finalement approuvé un projet de redéveloppement pour tout le pâté de maisons. Les avis avaient été affichés 48 heures plus tôt. Les résidents avaient 2 jours pour évacuer. Les enfants avaient 2 jours pour trouver un autre endroit où se cacher. Quand elle regarda les plans de développement, Isabelle vit le logo de l'entrepreneur et son estomac chuta. C'était la même entreprise qui faisait le travail de maintenance bâclé chez Morrow Dynamics, la même entreprise pour laquelle Clinton Voss poussait les contrats. Le projet de redéveloppement était un accord de partenariat, et enfoui dans la paperasse était le nom de Morrow Dynamics, un investisseur mineur fournissant équipements et matériaux. Elle avait signé cela des mois auparavant sans lire les détails. Son entreprise aidait à détruire le seul foyer que ses enfants avaient. Cette nuit-là, Nicolas ne retourna pas au bâtiment. Il resta dehors, regardant les ouvriers de la ville afficher les avis finaux. Les enfants étaient terrifiés. Léo essayait d'organiser leurs maigres affaires, fourrant tout dans des sacs plastiques. Mathilde pleurait doucement. Olivier faisait les 100 pas comme un animal piégé. Félix ne lâchait pas la jambe de Nicolas. « Ils vont nous séparer », dit Léo, sa voix se brisant. « Ils vont nous mettre dans des endroits différents. » Nicolas s'agenouilla.
essayant de projeter un calme qu'il ne ressentait pas. Je ne laisserai pas ça arriver. Mais ils savaient tous les deux qu'ils n'avaient aucun statut légal. Ils n'étaient pas leur tuteur. Ils n'avaient aucun droit parental. Si les autorités trouvaient ces enfants, ils seraient séparés, traités par un système qui les avait déjà abandonnés une fois. Isabelle arriva juste après le coucher du soleil. Elle sortit de sa voiture, portant un manteau cher et tenant une enveloppe. « Je peux aider, dit-elle. Je peux payer un hôtel, je peux… » Léo s'interposa devant les plus jeunes enfants, son langage corporel défensif. « On n'a pas besoin de votre argent. Vous êtes celle qui l'a viré. C'est à cause de vous que tout empire. » L'hostilité dans sa voix était assez tranchante pour couper. Nicolas se leva, plaçant une main sur l'épaule de Léo. « C'est bon. » Il regarda Isabelle et il n'y avait pas de colère dans son expression. Juste de l'épuisement. « Vous ne pouvez pas réparer ça avec de l'argent, mademoiselle Moreau. Ces enfants ont été blessés par des gens qui pensaient savoir mieux. Des gens qui prenaient des décisions sans comprendre. L'argent ne change pas ça. » Isabelle sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. « Alors, qu'est-ce que vous voulez de moi? » La réponse de Nicolas était simple et dévastatrice. « Je veux que vous les voyiez, vraiment les voir, pas comme un problème à résoudre ou une déduction fiscale, comme des personnes. » Pendant qu'Isabelle essayait de comprendre les conséquences de ses propres actions, Clinton Voss se déplaçait pour éliminer les bouts libres. Il avait commencé une campagne de chuchotement à l'usine, répandant l'histoire que Nicolas volait des fournitures et les utilisait pour une sorte d'opération illégale. Quand Vivienne Cole, la directrice des relations publiques, apparut dans le bureau d'Isabelle avec des impressions des forums internes de l'entreprise, Isabelle vit à quelle vitesse le narratif avait tourné. PDG Moll laisse un criminel partir libre. Moreau protège un voleur. Wilfrid Dubois appela dans l'heure. « C'est exactement ce dont j'étais inquiet. Vous rendez cette entreprise faible. » Mais Isabelle n'était plus la même personne qu'elle avait été 48 heures auparavant. Elle dit à Viviane d'ignorer les forums. Elle dit à Wilfrid qu'elle s'en occuperait. Et puis, elle fit quelque chose qu'elle aurait dû faire dès le début. Elle ordonna un audit complet des données de capteurs de la nuit du licenciement de Nicolas. Elle voulait les journaux bruts, pas le rapport de synthèse que Clinton avait fourni. Ingrid Walsh, la conseillère juridique de l'entreprise, livra les nouvelles en personne. Quelqu'un a édité les fichiers. Les données originales montrent plusieurs avertissements de sécurité qui ont été délibérément réduits au silence. Nicolas Dubois n'a rien saboté. Il a prévenu une panne catastrophique. L'expression d'Ingrid était sombre. Si nous avions continué à faire tourner cette ligne, nous aurions pu avoir une explosion. Des gens auraient pu mourir. Et si ceci sort, nous regardons des enquêtes réglementaires, des procès, des accusations criminelles. Isabelle fixa les journaux non édités. Chaque avertissement que Nicolas avait essayé de signaler était là. Chaque violation de sécurité que Clinton avait ignorée. Qui a édité les fichiers? Ingrid tira les enregistrements d'accès. Clinton Voss. La colère qui inonda Isabelle était différente de tout ce qu'elle avait jamais ressenti. Ce n'était pas la fureur froide d'une PDG protégeant la réputation de son entreprise. C'était la rage chaude de quelqu'un qui avait été utilisé comme arme contre un homme innocent. Elle avait été manipulée. Clinton lui avait donné exactement l'histoire qu'elle voulait entendre, l'histoire qui justifiait sa vision du monde. Ne faites confiance à personne. Montrez la force. Coupez les liens faibles. Elle appela Clinton dans son bureau. Il entra confiant, s'attendant à des éloges pour avoir géré la situation Nicolas si proprement. Isabelle le laissa s'asseoir avant de poser la question. « Pourquoi avez-vous édité les journaux de capteurs? » Elle regarda la couleur quitter son visage. Le regarda calculer ses options. Il opta pour le déni. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Isabelle tourna son ordinateur portable pour qu'il puisse voir les enregistrements d'accès. « Expliquez-moi ça.
Le visage de Clinton durcit. Très bien. Vous voulez la vérité? Nicolas Dubois était un handicap. Il questionnait chaque décision, ralentissait la production, nous coûtait de l'argent. J'ai fait ce que vous étiez trop molle pour faire. J'ai protégé les intérêts de cette entreprise. La voix d'Isabelle était glaciale. Vous avez falsifié des dossiers de sécurité. Vous avez mis des vies en danger et vous m'avez utilisé pour le couvrir. Clinton se pencha en avant. Et qu'est-ce que vous allez faire? Si vous exposez ceci, toute l'entreprise s'effondre. Le cours de l'action s'effondre. Enquête, procès. Vous perdrez tout. Il sourit et c'était laid. Et j'ai besoin que vous me souteniez. Nous partons tous les deux propres. Mais Isabelle avait déjà pris sa décision. Sortez! Vous êtes virés. Et je remets en l'épreuve aux autorités. La confrontation avec le conseil eut lieu le même jour. Isabelle entra dans la salle de réunion avec Ingrid à ses côtés, portant un dossier de preuves. Wilfrid Dubois était déjà assis avec 3 autres membres du conseil. Ils avaient l'air impatients. Ça a intérêt à être important, Isabelle. Elle étala les preuves, les rapports falsifiés, les violations de sécurité, le schéma de Clinton avec l'entrepreneur de maintenance, l'exposition financière du conseil si quelque chose de tout cela devenait public. Nous devons nous dénoncer aux agences réglementaires, dit-elle. Nous devons implémenter des réformes de sécurité immédiates et nous devons réparer ceci. Le visage de Wilfrid devint rouge. Si nous faisons ça, nous admettons la responsabilité. Les procès seuls nous couleront. L'action s'effondrera. Vous serez dehors dans une semaine. Les autres membres du conseil hochèrent. Ils faisaient déjà les calculs. Scandale. Perte de confiance des investisseurs. Possibles accusations criminelles pour les dirigeants. Isabelle sentit ses mains trembler, mais sa voix resta stable. Alors virez-moi. Mais je n'enterrerai pas ceci. Wilfrid se leva. Vous prenez une décision émotionnelle. C'est à propos de ces enfants sans abri, n'est-ce pas? Vous jetez l'entreprise que votre père a construite pour un homme que vous avez viré et quelques enfants des rues. Sa voix dégoulinait de mépris. C'est exactement pourquoi les femmes n'appartiennent pas au leadership. Vous laissez le sentiment obscurcir votre jugement. Pour un moment, l'ancienne Isabelle voulait céder, se protéger, rester silencieuse. Mais alors elle pensa à Nicolas agenouillé dans ce bâtiment en ruine, pensant le genou de Mathilde, enseignant l'arithmétique à Olivier, tenant Félix quand les cauchemars venaient. Elle pensa à un homme qui avait tout sacrifié, y compris sa réputation, pour protéger des enfants qui n'avaient rien. « Virez-moi si vous voulez, » dit-elle. « Mais je ne vendrai pas ma conscience pour garder un titre. » Le conseil vota 3 contre 2, suspension temporaire de l'autorité exécutive en attendant une enquête complète. Isabelle sortit de cette salle de conseil, sachant qu'elle pourrait ne jamais y revenir en tant que PDG. Les médias la crucifieraient, les investisseurs fuiraient, tout ce qu'elle avait construit s'effondrerait. Mais pour la première fois en années, elle pouvait respirer. Elle alla au bâtiment abandonné cette nuit-là pour dire à Nicolas ce qu'elle avait fait. Mais quand elle arriva, elle sentit la fumée. Les flammes grimpaient déjà sur les murs, oranges et affamées, se nourrissant de bois anciens et de pourriture sèche. Les gens criaient. Elle pouvait entendre les enfants à l'intérieur. Nicolas était déjà là, courant vers le feu. Isabelle attrapa son bras. « Vous ne pouvez pas entrer là-dedans. » Il la secoua. « Ils sont à l'intérieur. » Il tira sa chemise sur sa bouche et disparut dans la fumée. Isabelle resta figée peut-être 3 secondes avant que son cerveau rattrape son corps. Elle composa le 911, hurlant le remplacement dans le téléphone. Puis elle courut derrière lui. La chaleur était suffocante. La fumée brûlait ses poumons. Elle pouvait à peine voir à travers les épais nuages noirs, mais elle pouvait entendre la voix de Nicolas, calme et commandante, utilisant sa formation de sécurité. « Léo, reste bas. Mathilde, couvre ta bouche. » Il se déplaçait dans le bâtiment comme s'il avait mémorisé la disposition,
guidant les enfants vers la sortie de secours à l'arrière. Isabelle trouva Mathilde toussant près d'une poutre effondrée. Elle attrapa la fille et la tira vers le son de la voix de Nicolas. Olivier trébucha, soutenant Félix. Nicolas tenait Léo par la main, le traînant dans la fumée. Ils atteignirent la croix qui allieront la sortie arrière juste au moment où une partie du toit s'effondrait derrière eux. Dehors, ils s'effondrèrent sur le trottoir, haletant pour de l'air. Les camions de pompiers arrivaient, sirènes hurlantes. Les paramédicaux se précipitèrent avec des masques à oxygène. Le manteau cher d'Isabelle était ruiné, couvert de suie et de cendres. Ses mains étaient brûlées. Elle s'en fichait. Elle fixait Nicolas, qui tenait Félix, et comptait les têtes pour s'assurer que tout le monde était sorti. Nicolas la regarda, son visage strié de cendres, et dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Vous auriez pu mourir là-dedans. » La voix d'Isabelle sortit rauque de la fumée. « Je vous avais déjà tué une fois avec mes décisions. Je n'allais pas le refaire. » Archie Dunn, qui avait suivi Isabelle quand elle avait quitté l'entreprise dans la panique, avait capturé quelque chose sur la caméra de son téléphone. Des gens se déplaçant autour du bâtiment avant que l'incendie ne commence. Il les avait enregistrés pensant qu'ils étaient des pilleurs. Mais quand il montra les images au marshal des pompiers, l'enquête passa d'accident à incendie criminel. Les personnes dans la vidéo travaillaient pour la compagnie de développement, la même compagnie à laquelle Clinton avait fait passer des contrats. L'incendie était destiné à accélérer le calendrier de démolition, nettoyer la population sans abri et éliminer toute preuve de bâclage dans la condamnation originale du bâtiment. Clinton avait une dernière carte à jouer, et il l'avait jouée vicieusement. La police arrêta 3 personnes cette nuit-là. 2 jours plus tard, ils arrêtèrent Clinton. Il se battit tout le chemin jusqu'à la voiture de police, hurlant qu'Isabelle avait détruit l'entreprise, qu'elle protégeait des criminels, que les enfants sans abri n'étaient que des déchets qui avaient besoin d'être évacués de toute façon. La tempête médiatique fut immédiate et brutale. L'action de Morrow Dynamics chuta de 18% en 24 heures. Les investisseurs exigèrent des réponses. Wilfrid Dubois appela une réunion d'urgence du conseil et proposa de retirer définitivement Isabelle du poste de PDG. Le vote était programmé pour le lundi suivant. Mais quelque chose d'inattendu arriva. Ingrid Walsh avait tranquillement compilé des preuves, documentation de chaque violation de sécurité que Clinton avait couverte, chaque rapport falsifié, chaque pot de vin aux inspecteurs. Elle la relâcha aux agences réglementaires et aux médias simultanément. L'histoire cessa d'être sur une PDG protégeant des enfants sans abri. Elle devint une histoire sur la corruption corporative, sur une PDG lanceuse d'alerte qui avait risqué tout pour faire ce qui était juste. Le vote du conseil pour retirer Isabelle échoua. Wilfrid Dubois démissionna 2 jours plus tard quand ses propres liens financiers avec le schéma de développement furent mis au jour. L'action de l'entreprise se stabilisa et lentement, douloureusement, Morrow Dynamics commença le processus de vraies réformes. Mais Isabelle savait que réparer la corruption corporative n'était que la moitié du problème. Nicolas et les enfants n'avaient toujours pas de foyer. Le refuge temporaire que la ville avait fourni était exactement le genre de cauchemar institutionnel dont Nicolas avait essayé de les protéger. Léo se battait déjà. Félix avait arrêté de parler. Le système les broyait exactement comme Nicolas l'avait craint. Isabelle travailla avec Ingrid pour créer quelque chose de différent. Pas un refuge, pas de la charité. Un programme résidentiel légalement structuré, avec supervision transparente, travailleurs sociaux licenciés et un focus sur garder les familles ensemble, quelle que soit leur définition de famille. Ça prit 6 semaines à mettre en place. 6 semaines de navigation bureaucratique, trouver la bonne propriété, engager le bon personnel. Nicolas fut impliqué dans chaque décision, s'assurant que le programme servait les besoins réels des enfants, pas ce que les administrateurs pensaient qu'ils avaient besoin.
Moro Dynamics le finança, mais à distance, à travers une fondation à but non lucratif séparée. Isabelle s'assura que l'implication de l'entreprise était structurée pour prévenir les conflits d'intérêts. Elle voulait que le programme survive, même si Moro Dynamics ne le faisait pas. Nicolas ne prit pas un poste de gestion. Il ne voulait pas de bureau ou de titre. Il prit un travail comme coordinateur de sécurité de l'établissement et mentor sur site. Il serait là pour les enfants, mais il s'assurerait aussi que ce qui lui était arrivé, cet incendie il y a 2 ans où un enfant était mort à cause d'équipements de sécurité négligés, ne se reproduise jamais. Le jour où le centre ouvrit, Isabelle arriva sans la voiture corporative, sans les vêtements de créateur qu'elle portait habituellement aux événements publics. Elle vint en jean et pull simple, portant des sacs d'épicerie et de livres que les enfants avaient demandés. Pas parce qu'elle voulait du crédit, mais parce que Nicolas lui avait enseigné que se montrer était plus important que faire le spectacle. Félix la vit en premier. Le petit garçon, qui avait été si traumatisé par l'incendie qu'il n'avait pas parlé en jour, vint courant à travers la salle commune et entoura ses bras autour de ses jambes. « Mademoiselle Isabelle, vous restez pour le petit déjeuner? » Isabelle regarda Nicolas. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, portant un tablier, aidant Léo à faire des crêpes. Mathilde mettait la table. Olivier lisait un livre dans le coin, réellement détendu pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. Ce n'était pas une fin parfaite. Ces enfants avaient encore des traumatismes à surmonter. Le système qui les avait abandonnés était encore cassé. Mais ils avaient une chance maintenant. Ils avaient de la stabilité. Ils avaient quelqu'un qui les voyait comme des personnes, pas des problèmes. Nicolas s'approcha, tenant encore une spatule, et il dit la même chose qu'il avait dite cette première nuit dans le bâtiment abandonné. Mais maintenant, ça voulait dire quelque chose de différent. Bienvenue à la maison. L'histoire d'Isabelle et Nicolas nous rappelle que la vraie force ne consiste pas à construire des murs pour se protéger, mais à bâtir des ponts pour connecter les cœurs. Cette PDG impitoyable a découvert que la faiblesse qu'elle craignait le plus, la compassion, était en réalité sa plus grande force. Nicolas nous enseigne qu'un héros authentique n'est pas celui qui gagne des batailles, mais celui qui se bat pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. Leur histoire prouve que parfois, perdre notre titre peut nous aider à trouver notre âme, et que les plus grandes réussites se mesurent non pas en profit, mais en vie transformée. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a touché, et dites-nous dans les commentaires, croyez-vous qu'il faille parfois tout risquer pour faire ce qui est juste? Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent le courage moral et l'amour inconditionnel.